Salut l'équipe, bienvenue chez vous, épisode 2. Épisode 2, on est où? On est au séquestre, vous le voyez avec le maillot. Et qu'est-ce qu'on va mettre en valeur aujourd'hui? C'est la 34e édition du Challenge KBS. Donc bonne vidéo, toujours Rodrigo Manette, avec le président Michel, et pas mal de choses à savoir. Let's go. Bonjour Michel, Bonjour Rodrigue. on est ici donc pour parler de la 34e édition du Challenge KBS. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors avant de me présenter, je salue aussi tous les amateurs de football qui regardent cette magnifique émission. Et on leur fera une petite surprise sur le KBS à toi et tes amis qui ont, mettent en évidence le football amateur. Le football amateur tarnais, en tout cas. Alors, je me présente pour ceux qui me connaissent pas, Michel Cupoli. Je suis président donc depuis 2011 au club de la Migale. Et tant bien que mal, j'ai la modeste prétention d'avoir fait ou vécu toutes les éditions du KBS, c'est-à-dire je vais entamer ma 34e édition. Bien évidemment, la première édition ressemblera pas du tout à l'édition 34e, donc 2026 du KBS. Bon, ça on en parlera un peu plus tard. Mais pareil, pour ceux qui connaîtraient pas le Challenge KBS, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors l'ADN du KBS, c'était, je le disais à la première édition, on ne savait pas où on allait, mais l'ADN du KBS, c'est le mélange d'une kermesse, d'une fête pour les enfants. On met l'enfant, le jeune footballeur, au cœur de notre programme, et on mélange cette alchimie que nous trouvons formidable, le club amateur, justement, au contact de clubs élite, voire professionnels. Et notre meilleure récompense, c'est comme en fin de soirée, il y aura le tirage au sort en direct qui a été fait, puisque on est obligé, on n'est pas en live, nous, on n'a pas les moyens. Et la meilleure récompense, je disais, c'est de voir les petits footballeurs qui vont des petits clubs qui vont jouer contre le club pro, et ils attendent ça depuis un moment. Donc notre récompense, c'est celle-là, voilà. Ce petit bonheur qu'on fait à ces petits footballeurs. D'accord. Tu parlais un petit peu donc de cette première édition. Aujourd'hui, on en est à la 34e. Est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer un petit peu l'historique, d'où on est parti et comment on en est devenu ce tournoi référence finalement dans le département et même au-delà du département? Très modestement, je crois que je l'ai dit à un journaliste il y a un an ou l'an dernier, le KBS, c'est une anomalie. Une anomalie positive. S'entend, je ne sais pas, avec mon président fondateur, Alain Millet, au départ, on ne savait pas ce qu'arriverait de cette histoire-là. Je crois qu'on est chanceux. Je sais que à l'époque des cassettes vidéo, on avait fait une vidéo. C'était un peu farfelu à l'époque. On a fait un petit film de 3 minutes et on a eu le courage ou la folie d'envoyer ça. On a ciblé 4 ou 5 clubs pro. Et le premier qui a répondu, c'est l'Olympique de Marseille. Fort de ça, j'avais des entrées déjà au TFC. Et j'ai rencontré le président du TFC, il dit, mais si à Marseille, il y aura le TFC. Et c'est parti comme ça, puis sont venus Lyon, puis voilà. C'est une anomalie, je saurais pas l'expliquer mieux que ça. Comment au fur et à mesure finalement ce tournoi a grandi? Qui s'est rajouté à ce projet? Comment on est passé de, 10 équipes à aujourd'hui c'est plus de 90, il me semble? Alors, ce qu'on a mis de suite, c'est une rigueur d'organisation. On a été les premiers, et je salue Thierry Reinhardt qui a pris maintenant le leadership de cette organisation très carrée. On est les premiers à l'époque, je ne sais pas dans quelle édition, mais je crois que c'est la 3e, 4e, on a informatisé les résultats. C'est-à-dire on faisait plus les résultats à la main, on a commencé donc on était précurseur de ça. Et je pense que cette rigueur-là a suscité sur les clubs qui nous ont visités un certain sérieux et un certain savoir-faire. C'est-à-dire on commence les matchs à l'heure, c'est que papa et maman en fin d'après-midi où ils savent à quelle heure ils vont rentrer. Moi j'avais horreur quand j'étais éducateur de partir en tournoi
et ne savoir jamais dire aux parents à quelle heure on revient. Et quand on a la charge d'enfant, c'est cette rigueur, je crois qu'elle nous a promotionnés, oui. Vous parlez donc de cette rigueur. C'est quoi la touch Kabiès finalement? C'est quoi qui caractérise ce tournoi? Alors là, je vais faire sourire, les amateurs de football. On a une petite signature, c'est que on démarre, et Dieu sait que les critiques ont fusé. On démarre nos matchs avec un jingle, voilà. Et j'en dirai pas plus. Je donne la surprise à ceux qui vont nous visiter. J'en ai parlé après, c'est une kermesse qui est rigolote, bien sûr, c'est pour les enfants, avec cette rigueur et ce petit jingle qui fait un peu notre signature. Voilà, c'est la touch. Pour rentrer un petit peu plus donc sur le format terrain, le format a évolué au fur et à mesure des années. Quel sera-t-il cette année? Alors, il a évolué. On a essayé des formules. L'avantage, c'est que on a, à travers nos émissaires, nos amis du TFC, je pense à Jamel et Romain Zandona, notre directeur sportif, à la fois vice-président et directeur sportif, on est en lien avec les clubs pro. Et ça, c'est important, on prend la température. Les clubs amateurs, on les a à côté, donc c'est facile d'avoir des retours, mais le monde professionnel a des exigences, donc on les écoute. Et on en tire des leçons. Et par exemple cette année, c'est un aboutissement de quelque chose. On a réduit le nombre de clubs dans sa globalité pour allonger le temps de jeu. Et pour, dans certaines poules, du matin en particulier, le premier tour, à qualifier 2 clubs supplémentaires pour le tour suivant. Donc c'est à force d'essuyer les plâtres, on arrive à, il nous semble cette année, à ce qui sera dans l'avenir le format définitif. Donc concrètement pour une équipe, je sais pas moi, une équipe du séquestre qui va s'inscrire, elle va arriver le samedi matin, elle va jouer combien de matchs et dans quelles conditions elle va se qualifier pour le tour suivant? Comment ils vont faire pour jouer les clubs professionnels? Finalement, c'est ça qui est attendu, hein. Alors ça, c'est la question piège chaque fois parce que je suis président, mais je suis ignorant de beaucoup de choses. Et en particulier, le nombre de matchs. Donc, plutôt que de faire des bêtises, il faudra peut-être faire un quiz avec une petite interview privée avec Thierry Rénal qui organise ça. Grosso modo, ce que je peux dire pour pas être ignare devant vos amis sportifs, le temps de jeu plus une formule réduite va favoriser les petits clubs comme l'Amigal, c'est-à-dire ils auront une chance supplémentaire d'accéder au deuxième tour avec un peu de chance. Des clubs, et c'est arrivé, des clubs très amateurs sont arrivés au troisième tour, qui est le Graal, le grand format du Kabiès pour les phases finales du dimanche après-midi. D'accord. Si on passe un peu plus sur le terrain, il y a des règles particulières au futsal. Je sais qu'aussi au Kabiès, par exemple, les gardiens ont pas le droit de relancer au-delà de la ligne médiane. Quelles sont les règles globalement de ce tournoi? Alors, si je peux faire un historique, la première édition, là on a vulgarisé le futsal. C'est vulgarisé, c'est connu de tout le monde. Il faut se rappeler que à la première édition, le futsal, ça n'existait pas. On ne savait pas. Quand on a créé ça, on appelait ça du foot sur moquette. Pour vous dire, tournoi football sur moquette. C'était déjà une originalité. On avait imposé, parce que nos terrains sont réduits, on avait fait un peu notre formulation de règlement pour que dans cet espace réduit, l'arbitrage et les joueurs y trouvent leur compte. Et je vous ai parlé d'anomalie. On a eu, et depuis on peut estampiller le logo de la 3F, on a eu un parrain qui nous a accompagnés dans ça, c'est Henri Émile, l'intendant de Aimé Jacquet, qui avait en charge aussi le sport football diversifié, le futsal, qui allait se promotionner, le beach soccer et toute cette famille-là. Et il nous a amené à réfléchir sur cet arbitrage, ces règles de jeu, et on a essuyé ce qu'allait devenir. On a été un laboratoire pour la Fédé, un laboratoire, ce qui est devenu maintenant le futsal classique. Mais
mais on a le droit aussi, parce que c'est pas tout à fait les règles, et on briefe nos arbitres, c'est pas tout à fait les mêmes règles que le futsal. Par exemple, le gardien n'a pas le droit de relancer. Enfin voilà, il y a des petites nuances qu'on garde parce que nos terrains sont beaucoup plus petits qu'un terrain de handball classique. C'est cette particularité, et la Fédération française de football nous l'autorise. Chaque année, donc, on a des clubs pro. C'est un petit peu ce qui fait le sel de ce tournoi. L'année dernière, c'est le PSG qui a gagné. Est-ce qu'ils seront là cette année et quels seront globalement les clubs phares de cette 34e édition? Alors on a eu le plaisir du retour de Paris Saint-Germain sous le hall du Parc des Expos d'Albi. Et cette année, là, et ça on est très heureux de ça, ils vont défendre leur titre. Voilà. Donc vous allez découvrir, je vais garder le suspense puisque la vidéo du tirage au sort est visualisée ce soir. L'an dernier, on avait actionné un peu 2 ou 3 clubs extérieurs de notre beau pays. Cette année, on s'est recentré plus sur le national, donc il n'y aura pas d'équipe étrangère, mais en tout cas, on a un super beau plateau. Ouais. Étant donné qu'on va diffuser la vidéo après, je pense qu'on peut révéler du coup les noms des clubs professionnels si ça te dérange pas. Ah, d'accord, ça j'avais pas saisi la nuance. Alors de mémoire, et là j'aimerais qu'on me souffle. Bon, Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. En montant vers la Bretagne, nous avons Caen, Le Havre, Rennes. Nous avons les Girondins de Bordeaux en descendant, le TFC bien entendu, on a Nice, Monaco, Bastia, mon ami José, je vais revoir mon ami José avec nos amis corses. Je crois qu'on a Angers aussi, et je pense que c'est tout là. J'avais pas prévu cette version mémoriale que je dois faire sur le plateau. Je crois que je m'en suis désordé. Je crois que j'oublie, si j'avais oublié un club, il m'excuserait, il me pardonnerait. Pour rentrer un petit peu dans les coulisses. Si j'ai oublié une voisine de Rodez, c'est ça qui me manquait. Donc je disais, pour rentrer un petit peu dans les coulisses du tournoi, comment vous faites venir ces équipes-là? Est-ce que c'est elles qui vous contactent? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux? Comment ça se passe? Alors, nous avons la chance peut-être par rapport à nos collègues voisins, on a des demandes, voilà. On n'a pas ce souci de remplir. On envoie très tôt les invitations au club pro parce qu'il y a des aléas de calendrier, mais très sincèrement, on n'a pas de souci pour remplir, que ça soit les clubs élites, les clubs plus petits. Je sais pas péjoratif pour ce que est cette édition Cabiès. On a il nous arrive, c'est de pallier aux absences, parce que des fois le club s'engage et se désengage. Je crois que c'est le club d'Agde qui ne viendra pas. Mais on a toujours 2 ou 3 clubs en secours. D'accord. Selon vous, pourquoi les clubs professionnels viennent au Cabiès? Certains viennent de loin, Bastia, Rennes. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en s'inscrivant à ce tournoi? Alors, je pense que d'abord on a cette originalité d'avoir entre 10 en moyenne, entre 10 et 15 clubs pro les belles années, quand on a le budget, parce que on pourra parler du budget de ce tournoi. Je crois que ces clubs-là viennent pourquoi? D'abord pour la compétition. Je ne trahirai pas, le spectacle est magnifique, on voit de très 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 belles choses. La moquette est un lieu où le petit footballeur qui est technique peut vraiment mettre son art en scène. Moi, je suis devant le podium, je vois tous les matchs sur le Zénith, le petit stadium. En fin d'après-midi, dimanche après-midi, on voit des pépites. Donc, je pense qu'il y a la compétition. S'il y a cette kermesse aussi. Et puis, je pense qu'ils aiment voyager, aller rencontrer d'autres clubs, d'autres philosophies, même des clubs d'Occitanie, de Bretagne. Donc, ils ont la chance d'avoir à un seul même lieu cet aspect sportif plus et rencontrer de nouveaux footballs.
Aujourd'hui, ils sont souvent maltraités, mais il n'y a pas de foot sans arbitre. Comment vous sélectionnez vos arbitres? Pareil, est-ce que c'est eux qui candidatent? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Combien il y en a? Alors si le Cabiès a fait des progrès énormes depuis 4-5 ans, on a confié. Alors je dois dire pour les éducateurs, pour les parents, nous les arbitres ils sont indépendants. On s'immisce pas dans l'arbitrage. Il est complètement indépendant de l'organisation. Mais je reviens sur, il y a 2 ou 3 ans, on a confié à 2 majors de l'arbitrage. Ils font leur propre recrutement. On les rencontre en amont. Ils viennent, par exemple, comme ce matin, on les a reçus, je crois, dimanche dernier, ou il y a 15 jours. On leur dit les changements, les petits changements de règles, toute l'organisation. Ils sont complètement imprégnés de ce que l'on veut, de ce qu'on souhaite. Je rappelle cette kermesse. Et là, personnellement, moi, depuis 3 ans, je me régale à voir les arbitres. Ils sont vraiment dedans, dans la manifestation. Voilà, on a fait des. Alors ils sont 25 ou 20, 21, ça dépend des. Parce qu'il y a des roulements, parce que arbitrer pendant 2 jours, ils ont un système de remplaçants aussi, comme une équipe de foot. D'accord. On se rend pas forcément compte, mais sur un week-end, ça fait venir combien de personnes au parc des expositions, le Challenge Cabiès? Alors sur les belles années, la jauge qu'on mesure, et après c'est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'invitations, on envoie bien sûr plein d'invitations. La jauge doit être entre 2005 voire 3000 spectateurs voire plus sur les 2 jours, bien entendu. Au moment de la finale, on doit être près de 1000 personnes regarder des petits 11 ans. Je sais pas quel est le club tarnais qui peut se gargariser de faire une finale avec 1000 spectateurs. D'accord. Ça représente beaucoup de personnes. J'imagine du coup qu'en termes d'organisation, ça demande beaucoup de choses. Comment ça se passe l'organisation du Cabiès? Combien de temps ça prend? Combien de personnes ça mobilise? Alors, combien ça prend de temps? Si on comptait les heures du comité de direction, je ferais pâlir certains chefs d'entreprise. C'est surtout l'organisation que je peux conseiller à mes chers amis présidents. On est un petit groupe où chacun a sa mission. Il y a quelqu'un qui va s'occuper des arbitres, il y a quelqu'un qui va s'occuper des bénévoles, il y a quelqu'un qui va s'occuper des déplacements, il y a une autre personne qui va s'occuper du budget. Il y a, j'ai parlé de Thierry Rénal qui s'occupe de l'organisation informatique et des inscriptions. Chacun a sa mission. Et on se retrouve tous les dimanches matin, ils travaillent pour réunir toutes les informations et écarter toutes les difficultés rencontrées parce que des bénévoles, on est sur le week-end, on va être pas loin de 80-85 bénévoles quand même. Donc, les 85 bénévoles, je les ai pas à l'amigale. L'avantage, c'est que j'ai des sympathisants qui viennent tous les ans faire des entrées, tenir une buvette. Il y a 1000 métiers dans un Cabiès. Donc, la force de notre organisation, c'est que tout président doit déléguer des missions et pas tout gérer. Je suis humble, je sais pas tout faire, donc je délègue. D'accord. On parle souvent avec Didier de cette problématique, le renouvellement des bénévoles et le vieillissement des bénévoles aussi, il m'en parle souvent. On en est où de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent s'intégrer avec vous? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'il va falloir changer aussi certaines choses? Je les ai amenés en cure de jouvence pour que. Mais ça, je crois que c'est le reflet du football en général et le bénévolat. Je crois que le football n'est pas le seul à souffrir de ça. Être bénévole dans notre société, c'est des responsabilités. Cette société qui est individualiste, on le voit, c'est de plus en plus difficile. Je fais appel à la passion du football pour certains recrutements. C'est ça encore. Je crois que la source, c'est être passionné de football et d'enfants. Et je vous l'ai dit, il y a des gens qui viennent spontanément sur le week-end. Ils cochent sur le calendrier. Ils sont là pendant la semaine de préparation ou sur le week-end. Donc ça, c'est récurrent.
pour répondre très précisément à votre question, j'ai pas un remplaçant, nous n'avons pas de remplaçant à chaque poste encore. Donc s'il y a des hommes et des femmes de 40 ans, voire qui ont envie de nous rejoindre, c'est avec plaisir, quoi. Voilà, c'est un appel que je peux faire. D'accord. Pour organiser ce tournoi, donc, il faut changer complètement l'organisation du parc des expositions. Combien de temps à l'avance vous y prenez? Avec qui? D'où vient tout le matériel que vous utilisez? Alors, il faut une semaine de préparation, pleine, une semaine de préparation. Donc, on commence le lundi matin et pour faire les essais de sonos le vendredi après-midi. Heureusement, nous avons un partenaire et je dois les remercier, c'est le parc des expositions, puisque ce parc des expositions est magnifique. On a cette chance-là d'avoir 5000 m² de moquettes sans poteau, sans rien. Donc on travaille à cette mise en place dès lundi. Donc j'ai en général une dizaine de bénévoles tous les jours. C'est pas les mêmes. Chacun maintenant depuis 34 ans sait ce qu'il a à faire. Moi j'ai une personne, il trace les terrains. Il vient là. Il sera là le week-end, mais à partir de lundi après-midi, il va commencer à tracer les terrains. C'est minutieux, il sait le faire. Après d'autres vont nettoyer les séparateurs. Le responsable buvette va commencer à faire venir tout ce qui est liquide, tout ce qui est enclin à la buvette. Donc c'est une petite organisation qui se met en place. Il nous faut bien une semaine pour être au top point. On a des clubs qui viennent de loin avec des jeunes enfants, il faut les héberger. Comment ça se passe l'hébergement? Vous avez un système de famille d'accueil, c'est ça? Alors, on a une famille d'accueil, mais qui est exclusive au club pro. Ça c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rencontre. Les clubs pro aiment bien que leur enfant rencontre notre univers. Donc les clubs pro sont hébergés, mais les autres clubs, on les aiguille vers nos partenaires hôteliers qui sont ou d'autres, puisque il va se passer des choses sur à Aiguelaise, où là il y a des locations. Ou alors on met des partenaires en place pour que les familles qui viennent de loin, soit ils dorment à l'hôtel. Voilà, on essaie de, mais on peut pas loger tout le monde. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez finalement à organiser ce tournoi? Vous voulez ma réponse très sincèrement? Bien sûr. C'est les sous. Oui, c'est un budget qui va tourner encore cette année autour de 85 000 euros, pardon, pour être très très courtois à l'instant. Le plus dur, c'est trouver des partenaires. On a des partenaires depuis une trentaine d'années réguliers, mais tout coûte cher. C'est vrai dans la vraie vie, mais c'est vrai dans les organisations. Tout coûte très cher, les billets d'avion, tout ce qui est autour de la buvette, tout ce qui est autour des déplacements, puisque tout est cher, tout est cher. Donc là, si on me permet, je suis amateur d'accueillir de nouveaux partenaires. Parce que on les met quand même en évidence. On a le parc nous permet ça. On a le Zénith qui est un petit écran. On a un podium de 30 mètres de long, voire plus, avec un écran genre Tour de France, et on les met en avant pour les remercier. Voilà. Bah, justement, ces partenaires, qui sont-ils? Comment sont répartis ces 85 000 euros? Est-ce que ça vient aussi des inscriptions? Est-ce que ça vient que de mécènes, d'organismes? Ça se passe comment? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais à un moment donné, je pense que le partenariat privé doit tourner autour de 40% du budget. Si je me trompe, vous me ferez grâce. Les subventions, il y en a quelques-unes, elles y sont, on les prend, elles sont minorées. Et après, c'est les inscriptions, bien sûr, qui font un delta. Mais on compte aussi sur l'entrée et la buvette. Alors on critique bien sûr notre entrée qui est payante. Pour organiser ça, j'aimerais moi que l'entrée soit gratuite, mais si ce poste-là est important. Et
payé, je crois que c'est 8 euros. 8 euros sur 10 jours, ça fait 4 euros, 2 jours, 4 euros la journée. Je sais pas s'il y a, parce qu'on peut dire, que c'est un spectacle sportif, c'est pas très cher, quoi. Et quand je vois que ça râle à l'entrée, je suis un peu déçu d'entendre certaines choses parce que qui viennent dans notre organisation, ils comprendront que une entrée à 8 euros sur 2 jours, c'est pas cher, quoi. Ouais, il me semble aussi pour voir un tel spectacle. Après, chacun est libre Chacun est libre. de juger. On aime bien terminer à la Panos Foot sur des petites questions un peu plus piquantes, un peu plus rapides. Donc on a préparé une petite séance de sur but, 5 questions. J'ai pas de joker là. Pas de joker. Cash. Et il faut des réponses, voilà, faut que ça soit rapide, un peu tac au tac. La première question que j'aimerais vous poser, du coup, vous avez fait les 34 éditions. Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? Ah, la référence, la référence pour moi, qui a réussi une belle carrière, et c'est parce que j'avais une amitié particulière avec l'Olympique Lyonnais. Moi, et s'il m'entend, s'il nous faisait un retour au Cabiès, c'est Karim Benzema. Il l'a gagné avec l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, cette génération, ils étaient 8 ou 7 sur la feuille de match. Ils sont tous devenus professionnels. Il y en a d'autres, hein. Mais Karim Benzema est peut-être la réussite décelée très tôt. Il y en a d'autres, hein. Il y a Varane, il y a Rongier, il y en a d'autres qui sont passés par le Cabiès. Donc là, je mets de l'affectif parce que j'ai une affection particulière pour l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donc vous avez un petit peu anticipé la question suivante. Quelle est l'équipe, quelle génération vous a le plus impressionné sur ces 34 éditions? Ah non, là par contre, il y en a beaucoup. J'ai bien aimé le Paris Saint-Germain de l'an dernier. J'ai bien aimé aussi la victoire, alors je sais plus en quelle année, de l'OGC Nice, une génération aussi spontanée. J'ai bien aimé aussi, ils ont gagné le tournoi Paris FC. Ils avaient des pépites, je crois qu'il y en avait, ils avaient un joyau qui est parti vers le championnat anglais, il a été recruté. Mais comparer, c'est difficile sur 34 ans quand même, hein. J'ai des regrets par contre, parce que quand Marseille gagne 3 fois, c'est avec des belles générations et je vois qu'ils ne viennent plus. Quand Lyon est détenteur de 4-5 titres, ne viennent plus non plus. Et c'est dommage parce que il nous manque. S'ils m'entendent, il nous manque. Donc il faudrait qu'ils reviennent. Je sais qu'on est en bonne voie avec l'Olympique de Marseille, mais on verra. Il faut du temps. Après le joueur et l'équipe, quel coach a selon vous marqué le tournoi? Peut-être qu'il a fait une carrière après. Alors là, c'est un peu délicat. Je me souviens d'un coach qui, je crois que Romain m'entend, il va m'aider. C'est un coach du FC Nantes qui était spécialiste des gardiens je sais pas si à Chelsea ou Christophe Lolichon ou Lolition, ça dépend Lolichon, comment on le dit. Ouais. C'est ça. Qui a été l'entraîneur particulier voilà, c'est ça. Et une gentillesse, une humilité au service du football, j'ai rarement vu ça. Et je sais qu'il a gagné, il est venu avec ses 7 gamins, tout seul, et ça mouftait pas, ça marchait droit, ça jouait, on a regardé ça sur le week-end. Il avait du charisme, bien sûr, de l'autorité et de la compétence, puisqu'il avait eu, voilà. Si je dois retenir un nom, ce sera celui-là. Et pas forcément sur le sportif, mais sur les 34, quelle a été votre édition préférée? Alors j'ai ma préférée, et je remercierai jamais assez Henri-Émile. C'était en 99, il est venu avec la Coupe du Monde. Celle que les joueurs ont touché. Parce que la Coupe du Monde, la vraie, elle sort pas de la fédération, elle reste à Zurich, voilà, elle est très... Mais celle qui a descendu les Champs-Élysées, Henri-Émile nous l'a amenée. Et cadeau en 2001, il est venu avec la Coupe d'Europe.
Donc il y a des instants comme ça, les Girondins de Bordeaux qui sont venus avec la Coupe de France, le TFC qui est venu avec la Coupe de France. Donc c'est des éditions particulières qui font que des personnes comment dire, aiment notre challenge et nous amènent le petit plus. Donc les relations avec le TFC, on a fait le buzz avec la Coupe de France, on est très très heureux. Et Henri Emile nous a amené la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Ça c'est perso, j'ai gardé la Coupe du Monde parce que mes deux enfants n'étaient pas très petits, je l'ai eu chez moi, donc je joue l'humilité, mais c'est un bonheur inégalable, quoi. C'est des moments privilégiés. Et pour bien conclure, il va falloir se mouiller. Un petit prono pour cette édition, qui c'est qui va aller au bout? Ça c'est délicat parce que on voit bien, il y a des clubs revanchards et je fais un clin d'œil au TFC parce j'aimerais que le TFC gagne l'édition. Mais faire un pronostic comme ça, parce que d'abord ils sont loin de nos bases, on ne sait pas voir, mais on sait reconnaître les écoles de foot, même dans ces clubs-là. Caen est une très belle école de foot, Le Havre, le TFC bien sûr. Mais je pense que Paris Saint-Germain, il faudra aller les chercher quand même. Je pense que là, eux, ils ont, quand ils se déplacent pas pour rien, quoi. Voilà. Je pense que aller leur chercher encore le titre, ça va être très compliqué. Eh bien, merci beaucoup, Michel. On se retrouve dans un mois tout pile, le week-end du coup des 28 février et 1er mars.